Je me retournai une fois de plus avant de partir et regardai en arrière vers le maître. Un sourire doux était gravé sur son visage ancien et délicat. « Adieu, mon fils, dit-il, puis de sa très belle main fine, il fit un geste de paix et notre réunion fut véritablement terminée. Rapidement, on me raccompagna jusqu'à la grande porte d'entrée de l'appartement du maître et une fois de plus nous pénétrâmes dans l'ascenseur. La porte glissa silencieusement vers le bas et nous fûmes transportés immédiatement vers le haut. Un de mes hôtes parla de nouveau. Nous devons maintenant faire vite, amiral, car le maître ne voudrait pas vous retarder plus longtemps dans votre emploi du temps et vous devez retourner porter son message à votre peuple. Je ne dis rien. Tout cela était presque incroyable, et une fois de plus mes pensées furent interrompues quand nous nous arrêtâmes. J'entrai dans la pièce et retrouvai mon opérateur radio. Il avait une expression anxieuse sur son visage. Comme j'approchais, je lui dis, « Tout va bien, oh oui, tout va bien. » Les deux êtres nous dirigèrent vers le véhicule de transfert qui nous attendait, nous y montâmes et arrivâmes rapidement à notre avion. Les moteurs tournaient au ralenti et nous nous embarquâmes aussitôt. La situation semblait chargée d'un certain caractère d'urgence. Dès que la porte de la cale fut fermée, l'avion fut immédiatement soulevé par cette force invisible jusqu'à ce que nous atteignîmes une altitude de 2700 pieds. Deux appareils nous escortèrent sur une certaine distance, nous guidant sur notre chemin de retour. Je dois déclarer ici que notre indicateur de vitesse n'enregistra aucune information, bien que nous nous déplacions à une allure très rapide. Nouvelles entrées dans le journal de bord. À 2h15, arrive alors un message radio. Nous vous quittons maintenant, amiral, vos appareils de contrôle sont libérés. Auf Wiedersehen, au revoir en allemand. Nous restons un moment à regarder les Flügelrad disparaître dans le ciel bleu pâle. L'avion soudainement plonge comme s'il était pris dans un étroit trou d'air pendant un moment. Nous réussissons rapidement à reprendre le contrôle. Nous ne parlons pas pendant un certain temps, chacun plongé dans ses pensées. 2h20 nous retrouvons à nouveau de vastes superficies de glace et neige, et sommes approximativement à 27 minutes du camp de base. Nous les appelons, ils répondent. Nous rapportons que toutes les conditions sont normales. Le camp de base exprime son soulagement pour le rétablissement du contact. 3h00 nous atterrissons doucement au camp de base. J'ai une mission. Fin des entrées du journal de bord. Commentaires sur les intraterrestres de la Terre creuse. Opération HiJump 1946-1947. Au début de l'année 1947, le célèbre explorateur Byrd entreprit sa quatrième et dernière expédition en Antarctique, une expédition radicalement différente des autres et portant le nom de HiJump. L'opération HiJump, qui est la plus importante expédition envoyée à ce jour en Antarctique, composée de 4700 hommes, 13 bateaux dont un porte-avions, 25 avions, dont 2 hydravions Martin PBM Mariner. L'amiral Byrd, avec la marine, est allé en Antarctique et a découvert qu'une base d'OVNI là-bas les a attaqués et a tué plus de 60 hommes. Les extraterrestres étaient-ils derrière les attaques? Les extraterrestres sont des anges déchus comme il est dit à l'époque. L'armée américaine lui fournit un matériel militaire de grande ampleur avec une armée de 4700 hommes, ce qui était curieux pour une recherche scientifique. Byrd déclara avant de partir, le 2 février 1947, « Mon expédition est de nature militaire » et il ne donna aucune autre explication. HiJump fut une catastrophe de perte de matériel militaire. Les Américains furent attaqués par des objets non identifiés dont ils eurent certainement vent de la part des nazis, les perdants de la Deuxième Guerre mondiale, et savaient qu'il avait établi des bases souterraines dans l'Antarctique. Aucun communiqué à ce sujet nulle part, tous étaient tenus à ne rien divulguer. Le pilote chevronné militaire John Sayerson, témoin de l'expédition, décrit le combat dramatique le 26 février 1947 dans les termes suivants: « Ces trucs sortaient de l'eau à une vitesse incroyable comme poursuivis par le diable et passaient au travers de nos mâts avec de tels courants d'air qu'ils cassaient nos antennes. Des avions qui venaient de Casablanca furent abattus par des rayons qui sortaient de ces soucoupes et détruisaient ces avions.
Je me trouvais sur le pont du Casablanca et je n'y comprenais rien. Tout à coup le destroyer torpilleur Médoc prit feu et commença à couler. Ce cauchemar dura environ 20 minutes. Les soucoupes volantes retournèrent dans l'eau et l'on se rendit compte de nos pertes en les comptant, c'était catastrophique et stupéfiant. À qui donc appartenaient ces soucoupes? Les questions à ce sujet semblent demeurer sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Commença alors dans la région de Konigen mode des analyses de cette région, des milliers de photographies prises et d'analyses de terrain et tout allait bien. Puis survint un fait mystérieux, le travail fut arrêté au bout de 2 mois et cela demeura un mystère toujours pas éclairci aujourd'hui. Un destructeur de torpilleurs et autres matériaux dont 2 avions furent perdus, des douzaines de militaires décédés. Byrd à son retour déclara que s'il y avait une nouvelle guerre, personne ne serait capable de réussir la bataille avec des engins qui pouvaient en si peu de temps aller à grande vitesse d'un pôle à l'autre en quelques minutes à peine. Il m'a été rapporté, par des personnes plus âgées, que dans les années 1920 et 1930, des ovnis traversaient le ciel. Un ingénieur avait calculé la vitesse, elle était de 20 000 km à l'heure. Donc, en effet, les nazis ont bien reçu de la technologie extraterrestre et avaient des contacts importants qui leur a permis de réaliser une progression technologique énorme qui n'est d'ailleurs pas divulguée encore de nos jours sauf de ci, de là. Le 11 mars 1947, je viens d'assister à une réunion du personnel au Pentagone. J'ai fait une déclaration complète de ma découverte et transmis le message du maître. Tout a été dûment enregistré. Le président a été averti. Je suis maintenant retenu pour plusieurs heures, 6h39 pour être exact. Je suis interviewé spécifiquement par les plus hautes autorités des forces de sécurité et une équipe médicale. Toute une épreuve. Je suis placé sous strict contrôle via les dispositions de sécurité nationale de ces États-Unis d'Amérique. On m'ordonne de rester silencieux au sujet de tout ce que j'ai appris, au nom de l'humanité, incroyable. On me rappelle que je suis un militaire et que je dois obéir aux ordres. De retour de sa mission du 19 février 1947, l'amiral a été démis de son journal de bord, et il lui fut interdit de divulguer ce qu'il a vu et entendu pour cause de secret d'État. Étant un ancien militaire, il était toujours encore sous la coupe de la loi martiale. Toutefois, il écrivit immédiatement et secrètement son 2e journal qu'il remit à son notaire en le priant de remettre le document à sa famille après sa mort. Antarctique, 1955. Novembre 1955, c'est la plus importante expédition de l'histoire du monde. Vice-amiral Byrd avant son vol de 2700 km au-delà du pôle Nord. Entrée finale, le 24 décembre 1956 le testament de l'amiral Richard E. Byrd. Ces quelques dernières années qui se sont écoulées depuis 1947 n'ont pas été faciles. J'inscris maintenant ma note finale dans cet étrange carnet de vol. En le fermant, je dois dire que j'ai fidèlement gardé toutes ces années cette affaire secrète, comme il m'a été ordonné. Ce fut complètement à l'encontre de mes convictions de droit moral. Maintenant, je sens venir sur moi la longue nuit et ce secret ne mourra pas avec moi, mais tout comme la vérité, il triomphera et ainsi en sera-t-il. Ceci peut être le seul espoir pour l'humanité. J'ai vu la vérité et cela a stimulé mon esprit et m'a libéré. J'ai fait mon devoir envers le monstrueux complexe industriel militaire. Maintenant la longue nuit commence à approcher, mais il ne doit pas y avoir de fin. Tout comme la longue nuit de l'Arctique se termine, le brillant soleil de la vérité viendra de nouveau et les puissances des ténèbres tomberont sous sa lumière. Car j'ai vu cette terre au-delà du pôle, ce centre du grand inconnu. Ce message d'espoir, reçu par l'amiral Byrd, nous ne devons pas l'oublier dans notre âme, car il nous donne l'espérance d'un monde meilleur un jour, grâce au fait que nous ne sommes pas seuls à vouloir la bonté et la beauté dans ce monde, malgré les actuelles tribulations supportées, depuis tant d'années par tant de monde et d'habitants de cette planète. Admiral Richard E. Byrd. United States Navy. 24 décembre 1956.
Antarctique, 1956. Janvier 1956, le 13 janvier, des membres de l'expédition des États-Unis ont accompli un vol de 4300 km à partir de la base de MC Murdo Sound, située à 640 km à l'ouest du pôle Sud et pénétré dans une terre sur une distance de 3600 à 3700 km, 2300 milles, au-delà du pôle Sud. Vice-amiral Richard E. Byrd, avant son départ pour explorer la Terre au-delà du pôle Sud. Le vol a été fait par Rear Amiral George Dufek de l'unité d'air de marine des États-Unis. Message radio en provenance de l'expédition antarctique de Byrd, confirmé par la presse américaine du 5 février 1956. Mars 1956, la présente expédition a ouvert un nouveau et vaste territoire. Vice-amiral Byrd le 13 mars 1956 à son retour du pôle Sud. Ce continent enchanté dans le ciel, terre de l'éternel mystère. Antarctique, en 1956. L'explorateur américain s'aventura sur une distance de 2700 km, 2730 milles, au-delà du pôle Nord et de 3700 km, 2300 milles, au-delà du pôle Sud, pénétrant dans un territoire inconnu, libre de glace, qui s'étendait à l'intérieur des dépressions polaires. Ce territoire n'est mentionné sur aucune carte. La véritable signification des découvertes de l'amiral Byrd fut étouffée dans l'œuf. On ne lui donna pas l'attention qu'elle méritait, jusqu'au moment où Giannini et Palmer s'emparèrent de l'affaire. Nous expliquerons plus loin pourquoi cette information n'atteignit pas le public. Une information qui pourtant concerne une des plus grandes découvertes géographiques de toute l'histoire, plus grande peut-être que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, car si ce dernier découvrit un nouveau continent, Byrd, lui, découvrit un nouveau monde d'une superficie égale, ou peut-être même supérieure à celle de nos 5 continents réunis. Vice-amiral Byrd, avant sa mort. Note de l'auteur, Byrd, de façon énigmatique, se réfère ici au territoire inconnu qu'il avait découvert au-delà des pôles. Il existe, en effet, un phénomène polaire bien connu, phénomène optique suivant lequel les surfaces terrestres se reflètent dans le ciel. La Terre inconnue de Byrd se réfléchissait de la même façon et apparaissait ainsi comme un continent enchanté dans le ciel. Les ovnis du Troisième Reich. La base secrète allemande en Antarctique. Les ovnis du Troisième Reich ou ovnis nazis ou encore la légende du V7 sont un mythe ufologique qui affirme que des ovnis auraient été construits en secret durant la période du Troisième Reich en Allemagne et par la suite depuis des bases secrètes cachées en particulier en Antarctique. Apparu dès le début des années 1950 dans le Troisième Reich. Ce mythe a connu depuis des enrichissements successifs dans le cadre d'une propagande visant à séduire en jouant sur l'attrait pour l'ufologie et les théories du complot. L'idée selon laquelle les soucoupes volantes seraient des armes secrètes inventées par le Troisième Reich et cachées en mai 1945 en Antarctique ou en Afrique du Sud apparaît dès le début des années 1950 dans certains cercles nationalistes allemands. Le mythe trouve alors ses racines dans la croyance selon laquelle Adolf Hitler aurait survécu à la défaite et se serait réfugié en Antarctique. Le lien entre les soucoupes volantes et de prétendues révélations selon lesquelles les ingénieurs nazis auraient effectué des recherches dans ce domaine est rapidement affirmé. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Coordonnées des passages dans la Terre creuse au pôle Nord et Sud. En Arctique, 141 degrés de longitude et 84,4 degrés de latitude nord. En Antarctique, 39 degrés de longitude ouest et 84,4 degrés de latitude sud.